Mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans notre chaîne, nous allons parler du Mali, toujours du Mali, de l'AES et des problèmes de la société, bien sûr. Pour essayer de débattre ces différents problèmes, j'ai invité Monsieur Sangaré, qui est notre invité de tous les jours, qui est toujours présent à nos demandes. Alors, avec lui, nous allons parler de l'AES, nous allons parler également des problématiques liées à l'employabilité. C'est deux sujets qu'on va débattre aujourd'hui. Comme vous le savez déjà, le Mali vient de quitter la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, communément appelée CEDEAO, et le Mali a créé l'AES, Alliance des États du Mali, avec le général Assimi Goïta du Mali, le général Abdourahmane Tchami du Niger et le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Avec M. Sangaré, on va essayer de donner nos points de vue et aussi, nous allons essayer d'écouter ce que deux éminentes personnes ont donné également leur avis par rapport à la sortie de ces pays de l'AES, de la Confédération des États de l'Afrique de l'Ouest. Monsieur Sangaré, bienvenue dans notre studio. Merci. Alors, pour suivre nos émissions, nous sommes sur YouTube, Radio Théolis, et sur Facebook, Théolis également. Et il y a l'application Théolis que vous pouvez désormais télécharger sur Play Store. Alors, sans plus tarder, Monsieur Sangaré. Oui. Alors, vous êtes psychologue, vous êtes aussi, je pense, professeur, consultant international. Alors, le Mali vient de quitter, le Mali, quand je parle du Mali, je parle de l'AES. Ces trois pays viennent de quitter tout de suite la Confédération des États de l'Afrique de l'Ouest, communément appelée CEDEAO. Quelle analyse faites-vous de leur sortie de la Confédération? D'accord, je m'adresse également à l'immeuble auditeur de Théolis. Je dis bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment précis, surtout les fidèles auditeurs et fidèles auditrices. Bon, comme vous le savez, le Mali c'est un grand pays, comme Burkina, comme le Niger. Et nos dirigeants actuels aussi ont décidé, voilà, selon leurs analyses, de voir qu'il y a toute une bonne raison également, c'est-à-dire de quitter cette organisation. Donc, c'est eux qui ont leur main dans la gestion des affaires publiques. Ils savent réellement les problèmes et je crois qu'ils ont travaillé par rapport également à ce qui est nécessaire pour le bien-être également de ces trois pays de la sous-région. Quand même, ce qu'on voit un peu, ça ouvre également la porte au travail. Parce que quand on est dans des organisations qui nous appuient sur le plan financier, les ressources humaines et puis sur le plan institutionnel, décider de quitter un jour, quand même, ça doit nous amener également, c'est-à-dire à travailler davantage pour qu'au moins les trous que cela va ouvrir, pour qu'on puisse vraiment remplir les trous à temps, voilà, avant que les impacts ne commencent à se sentir dans nos États, dans ces trois États-là. Alors, mais est-ce que c'était prévisible? Oui, c'était prévisible. Vous savez, une institution, une organisation, c'est comme un être humain. Ça naît, ça grandit et puis ça meurt. Maintenant, dans ce processus-là, il y a des défaillances, il y a aussi, c'est-à-dire de désordre, donc voilà, qu'il faut au fur et à mesure qu'on évolue et essayer de corriger de façon stable, de façon durable. Donc, je pense qu'à un moment donné, la CEDEAO a eu, c'est-à-dire, ces problèmes-là. C'est pourquoi, dans certains de ces États, il y a eu pas mal de comportements, pas mal de désordres. Surtout, ces tests aussi, dans sa mise en œuvre aussi, on peut constater que souvent, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas précises. Et souvent, quand on écoute également les différentes analyses, il ressort que souvent, les décisions aussi, voilà, souvent, c'est pas aussi ça à la hauteur. Bon, on a l'impression que les décisions que la CEDEAO a l'habitude de prendre sont pour arranger surtout les chefs d'État et non le peuple. Oui, on peut constater cela. Mais souvent, vous savez, les pays n'ont pas les mêmes réalités, les pays n'ont pas les mêmes ressources, les pays n'ont pas les mêmes cultures. Donc, ce qui veut dire que le Mali, au sein de la CEDEAO, c'est un pays exceptionnel. C'est un pays également d'une grande diversité culturelle, d'une grande ressource, c'est-à-dire avec un territoire très, très vaste. Donc, c'est qu'au Mali, le plus gros problème, ça se résume à deux niveaux. Il y avait le problème sécuritaire
il y avait aussi, c'est-à-dire, le problème des ressources énergétiques Mhm. qu'il faudra encore considérer. Et je pense que CEDEAO, dans sa mise en œuvre aussi, a failli, à ne pas franchement appuyer suffisamment selon également l'attente du Mali face à la CEDEAO. Donc, il a peut-être amené C'est tout l'aspect sécuritaire. oui. Et cela aussi a amené un coup dans ces différents pays et qui aussi, au lieu de trouver une solution, ont essayé de fermer les frontières. Oui. Bon, bon, comme vous avez dit, c'était encore prévisible. Parce que quand un pays qui fait partie d'une telle organisation a des problèmes, il relève également la compétence de ses dirigeants de s'asseoir, discuter, essayer d'étudier, analyser objectivement les problèmes et essayer de trouver une solution. Mhm. Moi, je pense que le Mali, dans son cas, comme le Niger, comme le Burkina, à un moment donné, c'est-à-dire que la CEDEAO n'a pas suffisamment agi pour franchement appuyer ces pays-là par rapport à la recherche des solutions durables à ces différentes crises, que ce soit les crises économiques, que ce soit les crises sécuritaires. Donc, ce qu'on voyait surtout un peu dans les différentes conférences, c'était un peu, voilà, de voir un peu, de prendre les choses à la légère, comme s'ils jouaient un peu de la complicité. Mhm. Donc, voilà un peu ce que je constate. D'accord. Quitter la CEDEAO, ça c'est une chose. Une autre chose, c'est faire face à aux différents défis. Alors, quels sont les défis qui attendent l'AES en ce moment? Bon, ce qui attendent l'AES, ça c'est d'abord, il faut ramener la sécurité comme la population l'attend. Absolument. Voilà. Bon, pour faire ça encore, il y a le recrutement, mais moi je propose qu'on doit mettre l'accent sur la formation des éléments qui vont combattre également le terrorisme et le djihadisme. Absolument. Parce qu'on a beau fait d'avoir les matériels, si les gens ne sont pas physiquement et mentalement préparés pour faire également face à ça, je crois qu'un jour là, ça va être encore pire. Donc, il faut franchement des formations, des éléments qui sont sur le terrain. Il faut aussi un service de renseignement costaud. Parce que moi-même, j'aurais proposé un service de renseignement militaire, un service de contre-renseignement militaire, un service d'espionnage et puis un service de contre-espionnage militaire. Et aussi, ici, il faut encore, au sein de l'armée, encore une autre unité qui va avoir cette mission également d'intégrer, c'est-à-dire tous ces groupements, que ce soit au niveau terroriste, au niveau Mhm. djihadiste, maintenant qui vont essayer également de comprendre également leurs mouvements, la stratégie, un peu sur le suite, pour en retour aider également l'armée à identifier, à combattre ces gens-là. Mhm. Maintenant, ce que je dis, il ne faut pas que la population civile mène également cette mission ou ce rôle-là à la place également de l'armée. Mhm. Parce que ça va les exposer, ils n'ont pas la formation physique, la formation émotionnelle, ou la formation psychologique pour assurer cette mission-là. Mais c'est plutôt, ils relèvent également la compétence de l'armée. Et ensuite, je propose également la création d'un escadron de morts. Parce qu'au fait, C'est-à-dire? voilà, un escadron de morts, ça veut dire que c'est des gens. Lorsqu'on a identifié les chefs qui sont à la tête de ça, même ceux qui financent, ceux qui font les démarches, opèrent également des trucs, quand on les identifie, il relève la mission de cet escadron également de prendre la personne et l'enterrer. Donc, comme ça, s'il n'y a plus de tête, quelqu'un qui va jouer, qui va plaidoyer, faire les plaidoyers, qui va faire les démarches là, donc il n'y aura pas de munitions, il n'y aura pas des armes, il n'y aura pas quoi que ce soit. C'est généralement les éléments qu'on va utiliser, qu'on voit. Mais ceux qui sont derrière ça, maintenant, il faut les identifier, voilà, pour les faire. Mais si vous parlez d'éliminer de façon, qu'on appelle, euh, 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 précise, c'est ce que la force spéciale fait. Là où il y a Non, couper la tête des dirigeants. ce que la force spéciale fait, je crois que ça ne marche pas avec l'organisation, ce que vous appelez l'homme de droit de l'homme. Ah, il y a le droit de l'homme aussi Il y qu'il a faut le droit tenir de compte. l'homme qui influe beaucoup sur le terrain. Mais ce que je dis, voilà, l'escadron de mort n'a pas besoin de leur mode opératoire sur le terrain. Quand même, il faut ça dans ces états-là, d'abord sur le plan sécuritaire. Voilà les propositions que j'ai dit. Maintenant, sur le plan ressources humaines, franchement, il faut que ces trois États prennent des mesures contre d'abord la consommation de drogue en milieu jeu.
Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas une statistique précise dessus, mais on suppose que 50% des jeunes sont dans la consommation également des stupéfiants, des alcools, des drogues fortes. Donc, il ne peut pas, dans ce contexte précis, jouir également de toutes ces facultés mentales. Et si ça fait défaut seulement, il serait très difficile également, c'est-à-dire qu'on parvient à construire quelque chose de très important, quelque chose aussi, c'est-à-dire de très durable. Donc, il faut lutter spécifiquement contre la consommation des drogues. Il faut désormais donner une orientation à la vie également de ces jeunes-là, surtout pas seulement au niveau de l'école, même au niveau de la famille, ou dans la rue aussi. Parce que si l'AES décide également de quitter, ce n'est pas les personnes âgées qui sont dans les soixantaines d'années de vie ou dans les 70 ans qui vont construire ces pays-là. Mais c'est surtout les jeunes à partir également de 20 ans, 45 ans déjà. Ils ont toutes les énergies nécessaires pour faire cette mission, pour bâtir également, c'est-à-dire un pays de l'AES fort, compétent, dynamique, indépendant. Effectivement, on a vu la dernière fois, lors du recrutement dans l'armée, qu'il y a eu 2000 cas de jeunes qui étaient déjà inaptes car ils avaient déjà touché à la drogue. Voilà. Donc, vous savez, c'est extrêmement important dans la lutte contre les drogues aussi. Au niveau des écoles, on parle bien à créer des ateliers, des centres de formation professionnelle au sein de tous les établissements, à partir également de ce conseil. Vous savez, c'est quoi en fait? Donc, dans les travaux pratiques déjà, il faut orienter les élèves vers la menuiserie, vers la maçonnerie, vers la mécanique. Voilà, d'accord, peut-être on va rentrer dans ce sujet-là dans le deuxième volet de notre émission. Oui. Mais pour l'instant, ce que j'aimerais vous demander, vous avez un peu touché, mais les perspectives sur le plan de développement économique. Voilà, je disais ça parce que cette jeunesse, il faut franchement utiliser leurs énergies. Il ne faut pas qu'on laisse également épuiser cette source précieuse. Et après ça, il faut développer surtout le secteur de l'agriculture. Parce que sans autosuffisance alimentaire, je pense que quand le peuple a faim, le peuple va commencer à un moment donné à se révolter, quel que soit le plan, tout. Donc, l'autosuffisance alimentaire, pour pouvoir le développer, il faut que ces États investissent dans le domaine de l'agriculture. Il faut que les agriculteurs soient identifiés, en même temps formés, en même temps accompagnés sur le plan matériel de tout ce qui est intrant, etc., pour leur donner également ça, de l'autonomie, afin qu'ils puissent vraiment produire suffisamment de denrées alimentaires pour nous amener également à l'autosuffisance alimentaire. Il faut développer aussi le secteur de l'élevage aussi, qui est très, très important. Oui, surtout pour les trois zones, là, les trois pays. Voilà, les trois pays. Il faut aussi ça de la pêche, même si aujourd'hui on voit que la pêche est en train de commencer à avoir des problèmes, parce que là, la majorité des poissons sont importés chez nous. Donc, il faut que l'importation des poissons aussi, ça, à un moment donné, doit s'arrêter, qu'on continue à produire également le poisson chez nous désormais. Après aussi, il faut toucher le secteur de l'énergie, parce que beaucoup des entreprises, telles que les petites entreprises, les moyennes entreprises et les grandes entreprises consomment également beaucoup d'énergie pour faire leur métier. Or que ces derniers mois, nous voyons que beaucoup de ces petites entreprises qui s'est débrouillées ne pouvaient pas continuer en payant des carburants pour fonctionner également les groupes électrogènes en faisant pour faire leur travail. D'accord. Donc, il faut franchement que... On va revenir vers vous, mais en attendant, on a demandé l'avis de deux personnes, des citoyens maliens. Il s'agit bien sûr de Madame Koumbaba. Elle est femme très active dans la lutte contre les violences basées sur le genre de toute forme et dans la lutte contre les cancers de sein aussi, toutes les maladies liées au cancer de sein. Et également Monsieur Seibou Koulibaly, il est professeur de lettres, il est aussi spécialiste de genre, consultant international en éducation. On va écouter les deux et on va continuer avec Monsieur Sangaré. Oui, d'abord, moi, je ne parlerai pas de divorce. Parce que le divorce, ça veut dire une rupture, surtout pour des femmes divorcées comme nous. C'est une rupture assez brutale, traumatisante. C'est une rupture totale, non amicale. Or, l'AES et la CEDEAO ne peuvent pas faire ça. Parce que, avant même l'arrivée des Arabes ou des Blancs, de la colonisation, nos peuples sont intégrés.
Que ce soit l'AES, que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'Union africaine, aucune institution politique ne saurait effacer cet état de fait. Donc, l'AES a évolué. L'AES, les pays de l'AES sont membres fondateurs de la CEDEAO. On crée quelque chose pour que cette chose-là te serve. Mais si on évolue 50 ans après, depuis 1975, tu penses qu'elle ne te sert pas, ben tu évolues, tu essaies autre chose. Et il n'y a pas de drame en cela. Donc, c'est vraiment ça mon appréciation. On peut pas, on dit chez nous que le drame, c'est de faire la même erreur et sans vraiment rester, s'efforcer de rester dans ça, quoi. Ça, ce n'est pas très intelligent. Donc, quand on voit qu'il y a une erreur, on essaie d'évoluer et de faire mieux. Donc, j'espère et je crois fort que après 50 années d'expérience, l'AES a tout pour réussir. Elle doit seulement faire tout le contraire de ce que la CEDEAO a eu à faire concernant ces peuples et son traitement. Donc, moi, je ne parlerai pas de divorce. Je dirais qu'il y a eu une évolution, il y a une séparation, certes, politique, mais la vraie intégration, c'est le pouvoir du peuple et des populations. Et elles sont intégrées et resteront intégrées à jamais. Parce que des fois, c'est des lignes imaginaires qui séparent une famille du Mali et une autre famille au Burkina. C'est des lignes imaginaires qui séparent une famille comme la mienne particulièrement. Je suis en train de penser maintenant à ça. Oui, c'est une ligne imaginaire qui sépare ma famille à Bamako et ma famille au Sénégal. Donc, personne ne peut effacer cela. Ça, c'est dans notre sang. Et là, on dit toujours chez nous, le sang est plus lourd et plus fort et plus dense que l'eau. À mon avis, le retrait de l'AES, des trois pays de l'AES, qui a été confirmé par la CEDEAO dans un communiqué rendu public le 29 janvier dernier. Ce que je pense est qu'à l'origine, il y a en réalité une crise profonde qui a amené ces pays du Sahel à se retirer de la CEDEAO parce que les autorités de ces pays ont estimé que la CEDEAO ne joue plus le rôle de protection. Compte tenu des sanctions infligées par la CEDEAO à ces pays lors des différents coups d'État, les différentes populations ont beaucoup souffert de l'embargo, de la crise économique et tout le reste. Et voilà pourquoi la nécessité pour ces pays de créer une confédération qui va leur permettre de faire face à l'urgence. Et cette urgence, c'est quoi? C'est la protection des populations et de leurs biens. C'est aussi la lutte contre le terrorisme. Donc, en la matière, si la CEDEAO a confirmé le retrait de ces trois pays, mais tout en restant quand même aux côtés de ces trois pays, parce que alors il y a quelques points qu'ils ont signalés dans le communiqué. Ces points font allusion à l'autorisation des pays membres de l'AES de pouvoir circuler avec les pièces d'identité qui existent déjà. Et l'AES également, dans un communiqué, a aussi autorisé les pays de la CEDEAO à pouvoir circuler librement, à agir dans le bon sens. Et puisque nous sommes liés par l'histoire, par la géographie, et ce que je pense de ce retrait est que jusqu'à preuve de contraire, les Africains doivent être unis et doivent se donner la main afin de faire face à l'ennemi commun qui est euh, le terroriste. Donc, dans ce cas, je pense que le divorce n'est pas aussi consommé que ça du point de vue transaction, du point de vue économique, du point de vue circulation, et que nous estimons que nos pays œuvrent dans le bon sens pour le bonheur de tout le monde, quoi. Et le bonheur de l'Afrique, c'est l'Afrique en réalité qui est en jeu, et surtout l'Afrique subsaharienne. Et je ne vois pas l'intérêt d'une division qui va amener d'autres crises. Et nous cherchons à résoudre les crises qui sont d'ailleurs profondes.
Et à cela, je pense bien que alors, les différents États doivent travailler dans le sens de l'unité, dans le sens de la prospérité des différents États, des différents alors, espaces qui sont menacés par les attaques terroristes. Le défi principal, à mon avis, qui attend l'Alliance ou la Confédération des États du Sahel, c'est celui de la triptyque, comme on dit, le nexus développement, sécurité, humanitaire. Le tout sécuritaire ne peut certes pas marcher sans le développement. Et le développement, c'est difficile pour des populations déjà qui sont à terre. Donc, il faut que l'approche humanitaire puisse aussi inclure le relèvement pour que les populations soient. Donc, c'est une équation certes difficile, mais pas impossible. Et on a beaucoup d'expérience après 60 ans d'indépendance, donc 50 ans de la CEDEAO, 10 ans de la MINUSMA, 60 ans de développement. Donc, nous avons beaucoup d'analyses, de données pratiques que nous pouvons exploiter pour essayer. Et on a des populations très intelligentes qui peuvent faire des propositions très concrètes par rapport à comment ils voient, où elles voient la chose. Et la problématique de l'éducation. Ah, ça, c'est un gros problème. Parce qu'aucun pays ne peut se développer sans la qualité, une bonne qualité des ressources humaines. Nos pays sont ceux que nous sommes. Donc, si nous améliorons nos formations à l'image même de nos ancêtres, je ne parle même pas de l'école du blanc, à l'image même de nos ancêtres, l'amour du travail, l'intégrité, ça va nous aider. Au-delà de la triptyque développement, humanitaire, sécurité, il faudrait aussi que nous puissions travailler avec la diplomatie. Quand on écoute les gens, ça et là, ah, vous vous fermez sur vous-même, ah, vous avez tourné le dos à tout le monde. On n'a pas tourné le dos à tout le monde, mais on doit travailler pour parfaire quand même cette image. Et la problématique de la transition, les transitions qui s'inscrivent dans la durée. Donc, il faudrait qu'on puisse aussi travailler sur les élections, voir nos modèles de gouvernance. Et vraiment, moi, je voudrais que nous travaillions beaucoup sur nos modèles de gouvernance, qu'on travaille sur l'éducation citoyenne, civique, que nous abaissons l'âge de la majorité civile. Je ne veux pas qu'on ait un vote avec les 18 ans. Moi, je préfère qu'on rabaisse le vote à 16 ans parce que nous avons une population très jeune. Et il faudrait qu'on puisse utiliser cette population-là, qu'elle soit participative, qu'elle soit la part la plus grande dans l'animation de notre démocratie. Donc, vraiment, il y a beaucoup de défis. Donc, pour résumer, mais je pense que les plus grands, parce que je ne suis pas aussi financière, le défi de l'autonomie financière, avoir notre propre monnaie. Donc, tout ça parce qu'on dit que sans souveraineté monétaire, on ne peut jamais parler de souveraineté. Il y a beaucoup, beaucoup à faire. Donc, triptyque, développement, sécurité, humanitaire, bonne gouvernance, diplomatie, autonomie financière, monétaire. Donc, ça, c'est les grands défis. C'est toujours facile de s'asseoir chez soi paisiblement pour dire que je donne des conseils. Moi, je ne vais pas m'inscrire dans ça parce que je ne suis pas au même niveau d'information. Pour donner des conseils, il faut avoir d'abord toutes les cartes. Or, je n'ai pas toutes les cartes. Mais à mon modeste niveau, peut-être en tant que population, je peux m'adresser aux populations. Que chacun et chacune, au lieu de jeter la première pierre, au lieu de se positionner en experte, se demande elle-même, est-ce que ce que je suis en train de critiquer, est-ce que ce que je suis en train de proposer, moi-même, est-ce que je suis en train d'être cet exemple-là? Est-ce que je suis en train d'être le changement que je souhaite voir? Quelle est ma contribution dans l'éducation? Quelle est ma contribution dans la lutte contre la corruption? Quelle est ma contribution dans la bonne gouvernance? Quelle est ma contribution dans l'aspect sécuritaire? Quelle proposition concrète j'ai fait qu'on m'écoute ou qu'on ne m'écoute pas au niveau de ma hiérarchie, au niveau de mes autorités politiques, au niveau de mes autorités sociales? Alors, comme on vient de le voir tout de suite, ces deux personnes ont parlé, ils ont donné leur point de vue. Alors,
Monsieur Sangaré, moi je reviens vers vous encore. Ok. Alors, développement économique, ça c'est une chose. Il y a aussi recruter, ça c'est autre chose. Mais il y a aussi ce qu'il faut faire pour que la population ne soit pas enrôlée dans ces djihadismes, terrorisme. Parce que nous sommes en train de constater qu'il y a beaucoup de ces élèves de ces écoles coraniques qui sont plus faciles à enrôler dans ces trucs, dans ces machines-là. Bon, Alors, qu'est-ce que vous en pensez? ouais, c'est tout à fait parce que il y a des écoles, il y a ceux qui passent par Madrasa, il y a ceux qui passent également par la lecture du Coran dans les vestibules, coranique, voilà, ce qu'on appelle en Bamanakan Blue. Bleu. Voilà. Donc, ceux qui passent également par ça, vous les voyez s'établir dans la rue déjà sans domicile, en train de faire la mendicité. Donc, il est très facile. Hein? Ces jeunes-là qui n'ont pas de famille, qui sont dans la rue à leur sort, qui n'ont pas de chaussures, qui n'ont pas souvent même de nourriture, il est facile de les récupérer. Voilà. Donc, il est facile de les récupérer, de les entretenir et en même temps de les former pour aller combattre les riches. Moi, je pense que c'est très, très facile en ce moment d'utiliser cette psychologie, salut de la rue, pour les récupérer. Comment? Voilà. Moi, je vous dis des exemples concrets en tant que psychologue. Imagine quelqu'un qui passe dans la rue, il vient vous demander voilà, de l'aider à manger. Vous dites que vous n'avez rien, vous faites un achat de 5 000 francs et la monnaie là, vous mettez dans votre poche, vous passez. Vous donnez quelle image à ce dernier-là, cet enfant qui voit ça chaque jour? Lui, il a faim, il y a des gens qui mangent encore, il prend les restes d'une valeur inestimable et jeter ça dans la poubelle. Lui, il voit ça chaque jour. Il rentre dans la maison des gens vont construire également la hauteur de 100 millions, 200 millions, 300 millions. Mais lui, qu'est-ce qu'il a? Il n'a même pas une chaussure, il n'a même pas un vêtement. Donc, si quelqu'un parvient à le retrouver comme ça, il lui propose à manger, un dortoir, une chaussure, il lui forme également, lui montre également la voie par laquelle il peut gagner 300 000 francs par mois. Est-ce qu'il va y refuser? Il ne refuserait jamais. Donc, moi, je pense qu'il est du devoir de ces États de récupérer ces jeunes-là. Si on ne peut pas, franchement, les mettre dans une école, il faut les mettre également dans des centres de formation professionnelle et dans des domaines auxquels, en retour, pourront être utiles également, c'est-à-dire à l'État, soit dans les travaux, c'est-à-dire de construction, voilà, des bâtiments ou dans les travaux de construction routière, mais moi, je peux vraiment intervenir dans l'office du Niger, qui est également, c'est-à-dire, voilà, un domaine de l'État bien organisé, bien structuré pour enfin être, c'est-à-dire producteur. Mais moi, je dis aujourd'hui que la prison n'est pas la solution à cette situation, c'est-à-dire les dépendants de la jeunesse. Il faut franchement les encadrer, il faut les former, il faut les pousser également à aimer le travail et à travailler à être productif chaque jour. Si on ne le fait pas, la suite également, ça va être ça. Parce que seulement, ils s'expriment également au nom de ces groupes-là, mais s'ils ne sont pas dans ces groupes-là encore, s'ils restent dans les grandes villes, la suite serait quoi? Parce qu'à partir également de 30 ans, 35 ans, ils vont développer d'autres besoins. Il y a le besoin de se marier, il y a le besoin d'avoir une maison, il y a le besoin d'avoir une voiture, il y a le besoin d'avoir également une belle vie. Mais s'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas de métier, ils n'ont pas d'orientation, ils n'ont pas une bonne philosophie, ils n'ont pas une vie spirituelle, ils vont finir également par agresser les gens, par les riches. Et ces dirigeants-là qui disent aujourd'hui que ça ne les regarde pas, mais demain, maintenant, ils vont braquer ça, leur famille, leurs femmes, leurs enfants. Donc, vous voyez que ça, mais maintenant, est-ce que c'est facile d'intégrer ces gens-là, ces enfants qui sont déjà enroulés dans le djihadisme, dans le terrorisme, dans la vie normale? Oui, c'est possible. C'est pourquoi on a des programmes de rééducation. Parce que la formation qu'ils ont reçue d'abord, ça, c'est une formation psycho-émotionnelle. Parce qu'on ne finira plus jamais à leur dire que vous n'avez pas de famille, d'État s'en fout de vous, les riches, ils arrivent tant. Donc, cette même philosophie, ces idéologies qu'on les a intégrées, conditionnent également à voir l'autre comme ça, comme son ennemi. C'est avec la même méthode qu'on va essayer de les déconditionner pour les reconditionner à être bons, à faire du bien, à être mieux que ça. Mais est-ce que cela va rentrer dans leur tête? Parce que dans la tête, déjà, ils pensent qu'ils ne peuvent pas avoir l'argent sans faire du mal à autrui. D'accord, c'est très simple. Hein. Moi, je ne sais pas si l'État a des psychologues qualifiés. S'il y a des psychologues qualifiés dans ces trois États, par exemple, nous, qu'est-ce qu'on fait avec des gens qui sont dans cette situation-là? On prend sa vie, on le divise à 50 ans.
On dit que bon, à 50 ans, vous allez mourir. Maintenant, en commençant, est-ce que vous croyez réellement que le Dieu dont vous parlez chaque jour, est-ce que Dieu existe réellement? Si la personne dit oui, maintenant vous donnez quelle image à Dieu? Est-ce que Dieu est bon ou Dieu est mauvais? Vous n'aurez jamais dit que Dieu est mauvais. Si Dieu est bon, et maintenant par quoi vous pouvez estimer la bonté de Dieu? Nous respirons gratuitement l'air, personne n'a payé ça. Nous mangeons, tout ce que nous mangeons, c'est la terre, la mère terre qui nous fournit ça. Et Dieu n'a jamais demandé de payer quoi que ce soit. Les faits que nous utilisons, les éléments, ça veut dire tout ce qui est naturel que nous utilisons chaque jour. Et ces ressources ne sont jamais épuisées. Mais toi qui as connu Dieu, qui as accepté Dieu dans ta vie, et Dieu qui fait du bien maintenant, qu'est-ce que toi tu fais qui plaît Dieu? Qu'est-ce que toi tu fais qui te plaît Dieu, qui nuit du mal de Dieu à toi? Oui, mais ça, c'est lorsque celui qui est en train de se combattre pour Dieu. Mais nous constatons qu'il y a beaucoup de ces enfants-là qui sont là, ils n'ont rien, ils ne prient même pas, comme on le dit. Et M. Koulibaly, au fait, ça rentre un peu dans le cadre de la philosophie religieuse. Vous savez, ils ont dit qu'il y a un Dieu qui est là, qui est juste, qui ont demandé de tuer l'autre là, et c'est en tuant que Dieu va le payer le prix du paradis. Ça veut dire que le fait de tuer, c'est ce qu'il faut payer pour accéder au paradis, n'est-ce pas? C'est cette philosophie qui est là. Mais Dieu n'a jamais été méchant envers son être humain, envers ses créatures. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, le même Dieu qu'ils ont dit à ces gens, le nom de Dieu là pour faire du mal, pour tuer, pour détruire des villages entiers, c'est avec ce même Dieu là qu'on va résoudre les problèmes là. Donc, ça, c'est le travail, ça, c'est le domaine d'un psychologue qualifié, professionnel, qui voit en fonction également de personnalité, c'est-à-dire de l'intéressé, son trait de caractère, et puis son tempérament et tout ce qui est l'élément constitutif de base qui ne pourrait pas se débarrasser pour le faire voir clair dans l'obscurité. C'est ça la psychologie. Si un psychologue ne veut pas le faire, personne d'autre ne pourra le faire. D'accord. Donc moi, je pense que ces gens-là, il est très facile également de les amener, même ceux qui ont été capturés pendant les combats qui sont aujourd'hui dans les prisons. Il faut franchement travailler sur leur cas pour les convertir également, faire du bien. Qui ont commandé avec des gens qui sont encore vivants, qui sont dedans, pour qu'un jour ils puissent retourner pour leur amener également, c'est-à-dire vers le droit chemin, c'est possible. Mais est-ce que l'État travaille avec des associations de psychologues pour trouver une solution à ces problèmes-là? Parce que l'État aussi, c'est la continuité, c'est aussi la prévoyance. Il faut prévoir ceci. On ne peut pas continuer à tuer. Il faut, à un moment aussi, il faut faire intégrer ces gens-là. Parce que je sais que le rôle des psychologues est vraiment énorme dans ce genre d'activité. Ouais. Bon, maintenant, vous savez, il y a au Mali une organisation malienne de psychologues qui avait commencé à démarcher les différentes institutions de l'État pour proposer également ces services. Mais je ne crois pas, jusqu'à présent, là où je parle, qu'il y a une suite favorable sur des dossiers réels auxquels on travaille. Maintenant, vous avez vu le cas de l'attaque de l'école de la gendarmerie. Le président Moussa Sissi avait proposé d'intervenir pour un soutien psychologique. C'est que le président Moussa Sissi? Moussa Sissi, c'est le président de l'organisation malienne de psychologie. D'accord. C'est un collègue qu'on a fait ensemble à l'université, on est dans la même association. Bon, il y a beaucoup de structures, on les a contactés pour proposer notre service. Vous savez, aujourd'hui, nos dirigeants ne savent pas jusqu'à présent quelle est l'importance du travail des psychologues dans ce genre de situation. Ça, c'est ça le premier problème. Parce qu'au Mali, toutes les structures ont besoin de psychologues. Pas seulement qu'il y a cette crise-là, mais même dans d'autres domaines. Prenons par exemple le domaine de l'école. Les élèves sont devenus agressifs, ils agressent entre eux, ils agressent également les enseignants. Violence en milieu scolaire, voilà. C'est vraiment fréquent. Voilà. Maintenant, les psychologues doivent intervenir. Quand on prenait la même armée que nous avons aujourd'hui, les gens vont à la guerre, ils vont perdre des amis, souvent ils vont frôler la mort. Et après, on va leur donner des anxiolytiques, des psychotropes, des antidépresseurs. D'accord, monsieur Sangaré, on ne va pas faire une émission spécifique psychologie aujourd'hui. Alors, la deuxième partie de notre émission, on va se consacrer surtout à la problématique de l'orientation professionnelle des jeunes. Nous sommes en train de constater, mesdames et messieurs, que le problème du chômage, non seulement au Mali,
mais dans la zone CEDEAO et partout en Afrique est un problème crucial. Tous les pays sont frappés par ça. Est-ce un problème d'orientation professionnelle? Est-ce un problème de structure éducative au Mali? Monsieur Sangaré, vous êtes psychologue. Oui. Quelle analyse, est-ce que dans vos recherches, vous avez eu à démontrer la cause de ce chômage-là au Mali? Nous sommes en train de constater, quand on prend les filières, s'il y a 200 élèves qui quittent, étudiants qui quittent, par exemple, une filière en géographie ou en histoire et archéologie, on voit que tous ces 200-là partent directement au chômage. Rares sont ceux qui vont avoir un endroit pour faire un stage. Est-ce que c'est un problème de filière? Est-ce que c'est un problème social? Ou je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs et auditeurs? Bon, pour le cas du Mali, c'est la mauvaise politique de l'État nous a conduit ça. C'est-à-dire? La première République démocratique de Alpha Omar Konaré, il y avait un programme, un village, une école, on a envoyé tout le monde à l'école. Vous savez, quand on fait ça dans un pays, il faut bien réfléchir par rapport également à la finalité des enfants qui vont bénéficier de cette formation scolaire-là. Donc, moi, je crois fermement, après, on a beaucoup travaillé avec les écoles, on fait beaucoup de choses dans ces établissements privés et publics. Il ressort un premier cas qu'au Mali, on dit aux enfants, partez à l'école, on les entretient, on donne tout. Mais aucun élève jusqu'à l'université ne sait même pas après l'université qu'est-ce que je vais faire. Oui. Donc ça c'est très très grave. Alors que depuis le niveau second cycle, avant l'obtention du diplôme de DEF, on doit avoir une idée précise de ce qu'on va faire après salut le DEF. Est-ce que je vais dans une école professionnelle? Si oui, qu'est-ce que je vais apprendre là-bas? Et ce que je vais apprendre, est-ce que je vais avoir un champ d'application? Donc, ceux qui vont partir à l'université, c'est la même chose qu'il faut travailler maintenant pour choisir la filière dans laquelle je vais évoluer parce que je vais faire ça après l'université. Donc, non seulement à la maison, les jeunes n'ont pas quelqu'un qui vont les accompagner dans ce cadre, il n'y a pas de gens qui vont les conseiller par rapport à ça. Donc, les enfants sont déçus également et ils vont essayer de venir à l'école sans objectif précis. Donc, ils vont tout faire maintenant pour avoir le diplôme. Après le diplôme, on va dire que je suis diplômé dans ce domaine, je suis diplômé dans ce domaine. Mais même si faire un stage, déjà, ils manquent de confiance en soi. Donc, même si quelqu'un va demander maintenant, on recrute quelqu'un qui a telle échéance, il va se disqualifier automatiquement. Absolument. Maintenant, c'est ça le problème. Donc, la cause, il y a eu cette mauvaise politique de l'État de permettre à tout le monde de partir à l'école jusqu'à l'université, sans une orientation précise, sans comment essayer de voir les gens qu'on va former après 14 ans ou bien après 18 ans de formation, quelles sont les filières dans lesquelles l'État va les utiliser. Par exemple, le cas du Mali, il y a eu un moment donné, tout le monde est allé faire la comptabilité. Les gens sont partis faire secrétariat. Et la douane aussi. Donc, d'autres sont allés faire transit, mais l'État n'avait pas besoin de tous ces gens-là. Et les secteurs dont on a besoin plus des gens maintenant, ça, c'est les secteurs de l'agriculture, les secteurs de l'élevage, des pêches, etc., etc. Mais il y a eu moins de gens formés par rapport à ça. Mais est-ce que ce n'est pas un problème social qui est là? Parce que, je ne sais pas, parce que est-ce que tu vois, même quand tu dis que tu vas essayer d'apprendre l'agriculture, tu vas voir certaines personnes vont te critiquer, qu'est-ce que tu vas faire avec l'agriculture, tes autres sont en train d'aller apprendre, ceci, cela, tu ne peux pas devenir comptable. Est-ce qu'il ne faut pas essayer de faire une sensibilisation au niveau de la population? Oui, mais à un moment donné, il y a eu une influence sociale sur la perception de ces jeunes par rapport à l'école, quoi. Vous savez, les parents ont eu cette image-là, lorsqu'on termine, tout le monde veut que son enfant travaille dans un bureau, comme les gens qui sont dans les bureaux sont salariés, etc. Donc, il y a eu cette philosophie des parents, et chacun voudrait que son enfant parte à l'école pour qu'un jour, dans un bureau, il va avoir une maison, une villa, ils vont avoir une voiture, on va dire qu'il est devenu nécessaire. Donc, il y a eu ce problème aux parents. Parce que simplement, l'État n'a pas eu un créneau auquel il y a suffisamment de sensibilisation par rapport aux différents services de l'État. Même ça arrive par rapport également aux
aux ONG, c'est-à-dire au secteur privé, par exemple. C'est-à-dire la mine, hein, qui est un domaine. Il y a eu combien d'ingénieurs formés par rapport à ça dans le passé. Donc, il y a le secteur également, c'est-à-dire comment dirais-je, De l'élevage. de l'élevage. Il y a eu combien de gens formés suffisamment par rapport à ça. Et c'est parce que si l'État avait une bonne politique maintenant, et depuis la 9e année, on crée également une matière par rapport à ça. Donc, l'orientation scolaire et professionnelle des enfants. Donc, on va vous parler également, l'État a des services également, c'est-à-dire qu'il va construire des routes et les services t'appellent dans ça demande un tel département ministériel. Donc, l'agriculture pareil, l'élevage pareil. Donc, après maintenant, ceux qui font également les BTP, là, c'est-à-dire que les constructions de routes, les constructions des infrastructures, qu'on en parle. Quand nous prenons le domaine de médecine aussi, au niveau de médecine, il y a combien de filières? Qui peut faire ces filières-là? Le fait de faire ces filières dépend de quelles conditions. S'il y a eu une matière depuis à la 9e année, qu'on enseigne aux enfants et qu'on les aide également à créer d'abord des projets scolaires, et ces enfants-là devraient évoluer au niveau du second cycle maintenant pour travailler afin d'aller dans ces filières-là. Mais il n'y a pas eu ça, il n'y a jamais eu ça. Moi, j'ai fait ma formation jusqu'à terminer et personne ne m'en a parlé. Et déjà, comme d'autres, quand on enquêtait auprès des étudiants à l'école normale supérieure, on demandait après votre formation qu'allait devenir. Ils répondaient tous à la éminatique. C'est que Dieu va décider pour moi. Donc, il n'y avait jamais de décision personnelle. Personne ne savait pas si j'ai fait l'anglais, quand j'ai terminé, qu'est-ce que je vais devenir. Si j'ai fait la science de l'éducation, après, qu'est-ce que je vais devenir. Si j'ai fait mathématiques. Oui, voilà, justement, c'est-à-dire revenons un peu par rapport à ce que vous venez de dire par rapport à la science de l'éducation. Ouais. Quand on parle dans les universités, tous les étudiants tous les élèves qui ont passé au bac viennent soit faire sciences de l'éducation, soit géographie, soit histoire, archéologie, mais tu trouveras qu'ils n'ont même pas un endroit où aller faire un stage, à plus forte raison que de décrocher un emploi. Mais la plupart des gens, tu vois que ces élèves-là, quand ils quittent l'université, ils vont retourner encore dans les instituts de formation des maîtres pour devenir maître du premier cycle ou second cycle. Ouais. Mais ça, c'est un problème. Ouais. Et ça, c'est le deuxième point aussi que je n'arrive pas à comprendre, M. Sangaré. Ça, c'est au niveau de l'école de médecine. Ouais. Chaque année, c'est des 400, 300 élèves qui sont orientés à l'école de médecine. Ils vont faire la même chose. Après, ils seront bloqués pour une histoire de numérisation ou de numérique. Voilà, qui sont bloqués par là. Et ceux-ci vont aller dans les écoles de santé qui font la même chose. Toutes les écoles de santé du Mali font la même chose. Infirmerie obstétricienne, infirmerie générale. Et tous ceux-ci sont au chômage. Et l'État n'arrive pas à trouver de solution. Ses parents aussi n'arrivent pas à voir clair à la situation. Bon, vous savez, aujourd'hui, moi, ce que je propose, il faut que les parents acceptent souvent de faire des sacrifices nécessaires. C'est-à-dire? Parce qu'aujourd'hui, au Mali, on a 2 ou 3 cabinets qui sont spécialisés dans la question de l'orientation des enfants. Parce que souvent, si l'école, parce que ce qu'ils font croire également au niveau des CAP, centres d'animation pédagogique, c'est qu'il y a un CO, là, un conseil d'orientation scolaire. Maintenant, ce monsieur-là, franchement, je m'adresse à tous et tous. Il faut qu'il fasse attention. Les notes, à la base des notes qu'on appelle tendance, la littéraire tendance scientifique, qu'on oriente les enfants avec ça, souvent, s'ils doivent faire une évaluation statistique aujourd'hui, ils vont voir qu'ils ont beaucoup échoué. Leur mission a échoué. Pour orienter quelqu'un, il faut connaître d'abord sa personnalité, son tempérament. Et ensuite, il faut administrer un test. Alors, il y a beaucoup de tests. Il y a des TAT, il y a le test Roche-Arras. Il y a également ce qu'on appelle le CUF, cerveau centre d'intérêt. Il y a aussi des tests MBT qui a eu plus de 40 ans d'expérience au niveau des gestionnaires des ressources humaines. Il y a des tests qu'on va utiliser pour identifier, c'est-à-dire que les domaines dans lesquels l'enfant peut vraiment être, peut être productif. Donc, généralement, quand nous prenons les tests là, c'est souvent minimum dans les 5 domaines, l'enfant peut franchement avoir des productivités, il peut travailler sans problème. Donc, c'est avec ces tests-là, le résultat est fiable, c'est scientifique.
jusqu'à 98%. Mhm. Et c'est avec ça déjà, si c'est connu, voilà, on va accompagner l'enfant dans ces filières. L'objectif recherché, c'est quoi? Lorsqu'il ne parvient pas à avoir le concours de collectivité ou à avoir le concours de la fonction publique, il peut ouvrir 5 salles en privé. D'accord. Parce qu'il a toute la confiance en lui, il sait qu'il peut faire ça. Mais avec l'autre cas, déjà, la majorité des enfants maliens qui ont bénéficié de la formation malienne, à peu près plus de 80% manquent de confiance en eux. Parce qu'il ressort que même le bon français, même le fait de s'exprimer, ça pose problème. Le fait de dire à quelqu'un, moi je veux ça, je peux faire ça, ça pose Mais problème. est-ce que c'est le programme scolaire qui amène les enfants, parce que nous sommes tous des fruits de l'école publique, Ouais. mais pourquoi nous parvenons à le faire et que nos enfants n'arrivent pas à le faire? Vous savez, il y a eu un moment donné, on décide dans la vie. Mais c'est les parents qui ont abandonné. Nous, nos parents n'ont pas. Moi, je ne dirais pas que les parents ont abandonné parce que moi, je suis un cas. J'ai perdu mon papa en 97. Et la maman nous a élevés, nous étions au nombre de 15 enfants. Et parmi les 15, tout le monde sont vivants. Et puis voilà, ça va aujourd'hui l'ensemble. Ce n'est pas une question de parents, c'est une question d'orientation. C'est aussi une question de choix. Parce que souvent, quand on affronte certaines difficultés, certaines souffrances, on est obligé de décider, de se relever et de se battre. Donc, si c'est ce que mon professeur disait, la réadaptation révolutionnaire vitale. Parce que ce qui est arrivé à vous, c'est ce qui m'est arrivé, c'est ce qui est arrivé à d'autres personnes. Si on ne s'adapte pas à la situation, on va finir par disparaître. Donc, ce que j'ai dit aujourd'hui, les parents qui ont un peu de moyens, qui se sont installés également dans les grandes villes, il faut qu'ils fassent attention de prendre tout à la place de l'enfant. Parce que c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que tout ce que l'enfant a besoin, on le donne, puis on les surprotège. Donc, on ne sait même pas qu'on est en train de détruire cet enfant. Donc, nous-mêmes, nous participons à ça en tant que parents, à la destruction de l'avenir de l'enfant en tant que parent. Vous savez, beaucoup de gens vont payer la fonction publique pour leur enfant. Parce qu'ils savent déjà qu'il n'y a pas rien. Si on le laisse seul, il ne pourrait pas le faire. On est obligé d'aller négocier ces notes-là pour qu'ils soient admis. On est souvent même où certains vont acheter des attestations avec des diplômes pour leur enfant. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas. Et on ne cherche même pas pour lui faire un peu de pression pour qu'il apprenne quelque chose. Vous savez ce qui me fait peur surtout? Ouais. Alors, c'est l'eau-là qui est perdue. Je ne dirais pas, je ne désespère pas, pas perdue, mais qu'on n'arrive pas à trouver une solution. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Parce que nous avons vu les partis reculés du Mali, on dit la nature a horreur du vide. Ces endroits ont été occupés par les djihadistes et voici le résultat que nous avons. Ces élèves qui sont dans les médarsas ou comme on a communément appelé, comment on appelle, Boulongo-Kalan, ces élèves-là sont devenus des djihadistes. Maintenant, ceux qui quittent les facultés de médecine qui n'arrivent pas à avoir, qui n'arrivent pas à être réinsérés et réintégrés dans les scolaires ou qui quittent d'autres filières, facultés, histoire, géographie, archéologie ou autres, ou même les instituts de formation de maîtres où les élèves maîtres sortants ou des enseignants sont au chômage. Qu'est-ce qui est si ce boulot-là va devenir dans les jours et mois à venir? Donc, ils vont devenir deux choses. Soit ils vont se battre également pour tailler une place qu'ils vont occuper. Ceux qui ne pendront pas à le faire, ils dépendront également des autres. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Mais ce n'est pas bon pour la nation. Non, c'est pas C'est bon. même une perte pour l'État, parce que l'État a mis les moyens pour les former, prenant le temps sur les élèves maîtres. M. Koulibaly, vous savez, un gouvernement, un État, c'est-à-dire que, excusez-moi, même si j'essaie d'analyser objectivement la situation du Mali, puisque même les gens ont compris même l'esprit de l'État, puisqu'ils ont compris même l'esprit de gouvernance. Parce qu'il s'agit de construire quelque chose sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 100 ans. Il s'agit de construire ça. Mais en toute honnêteté, nous avons des institutions, mais nous manquons des ressources humaines nécessaires, qualifiées, pour les faire fonctionner. Donc, si nous voyons aujourd'hui, on fait une évaluation objective de la production des écoles,
chaque année, c'est-à-dire que ce que l'école malienne produit, combien sert l'État, combien sert dans le secteur privé, combien sont devenus également une charge non seulement pour la communauté et pour l'État. Donc, ça doit être également la question qu'il faut débattre, qu'il faut franchement, même à l'université, organiser des conférences. Mais vous avez été à l'université pendant combien d'années? Vous avez participé à combien de conférences organisées par l'université au sein de l'université? En tout cas, moi, j'ai eu à faire 5 ans. Et on a fait, c'est nous-mêmes en tant qu'étudiants psychologiques qui avons organisé une conférence au niveau de l'établissement qui a passé à la télé. Sinon, il n'y a eu jamais déjà de ces initiatives-là. Et les mémoires que les étudiants ils étaient obligés, contraints de faire des recherches sur le terrain, à un moment donné, on avait retiré ça. Imagine, aujourd'hui, moi, je dis que les dirigeants, que ce soit, voilà, quand on décide également de diriger un pays, une communauté, il faut qu'on identifie les problèmes, c'est-à-dire solutionner les problèmes qui sont, c'est-à-dire d'ordre d'urgence, qui sont d'ordre d'importance, et c'est-à-dire préparer également cette communauté pour un avenir meilleur. C'est ça, diriger, gouverner une nation, un pays, une communauté. Donc, si l'État ne parvient pas à assurer cette mission, je crois qu'il est temps de se mettre en question et essayer de résoudre ce problème-là le plus vite possible. Il est temps de se mettre en question et résoudre le problème. Je pense que cela va mettre fin à cette émission. Le temps qui nous a été donné par la partie technique est parti. Je pense qu'on va se retrouver une autre fois pour parler du problème du divorce au Mali, parce que c'est aussi un problème, avec notre psychologue. Si vous avez déjà des questions, vous pouvez laisser ça au numéro 65 83 12 13, en mettant bien sûr le numéro indicatif du Mali, plus 223 65 83 12 13, pour tout ce qui concerne les problèmes de psychologie ou problèmes de mariage, problèmes de lecture. On va poser la question à notre professeur avant de commencer, à notre psychologue avant de commencer l'émission. Mesdames et messieurs, cela met fin à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite du programme sur la radio terroriste. Et je dis merci à tous ceux qui nous suivent en ce moment, plus particulièrement Mme Alima, qui est en France, M. Michel, qui est aussi en France, Issa Koulibaly, qui nous suit depuis les États-Unis, et Sadi aussi, je vous dis bonjour et bonsoir. Bye bye.